Est-ce que vous avez déjà vu La guerre des étoiles? Répondez pas tout de suite, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez déjà vu La guerre des étoiles? Et il y a des films qui sont tellement rentrés dans la culture populaire qu'on a vu tellement de fois, que tellement de monde ont vu tellement de fois que, à toute fin pratique, c'est comme si personne les avait jamais vus. Parce que quand on regarde le film, c'est pas le film qu'on voit réellement, c'est tout ce qu'on a raconté autour du film, nos bonhommes en plastique, nos t-shirts, les discussions en ligne, les polémiques, quel âge j'avais quand je l'ai vu la première fois. C'est tout ça qu'on voit dans le film quand on le regarde à notre époque. J'étais curieux, moi, de retourner voir La guerre des étoiles, puis je me suis demandé si c'était possible de le regarder comme si je l'avais jamais vu, comme si j'en avais jamais entendu parler, de me demander, OK, c'est quoi réellement cet objet-là? Est-ce que c'est encore bon? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est niaiseux? Je l'ai fait il y a quelques temps, puis j'ai pris le temps d'y réfléchir, puis aujourd'hui, je vous livre le résultat de mes réflexions, au moins pour le moment, puis je vais vous le dire tout de suite, je trouve ça excellent, là. C'est vraiment hyper bon, La guerre des étoiles. Je vais vous dire pourquoi dans un instant, mais je vais aussi vous livrer en réflexion pourquoi je pense que c'est beaucoup plus mythologique que les lieux communs qu'on a racontés autour de ça au fil des années, que ça va beaucoup plus loin que Joseph Campbell puis le mythe du héros, soi-disant, puis toutes ces questions-là. Mais avant tout, qu'est-ce que ça raconte, La guerre des étoiles, Star Wars de 1977 de George Lucas? C'est une époque de guerre civile, n'est-ce pas? Et on a l'Empire maléfique et il est en guerre contre la rébellion. L'Empire a conçu une arme diabolique, l'arme la plus puissante de l'histoire du cosmos, qui est capable de détruire une planète tout entière. Et ben, les rebelles ont volé les plans de l'étoile, ils ont remis ça entre les mains de la princesse Leia, politicienne, membre du Sénat, mais qui est aussi, c'est ça, une des principales chefs de la rébellion, une jeune fille dans sa vingtaine, elle a 20 ans. Et elle est capturée par le redoutable Lord Vador. Elle a le temps d'envoyer les plans sur la planète Tatooine, qui est le fin fond perdu de nulle part au fin fond de l'univers. Un jeune fermier découvre les plans, de même que le message de détresse de la princesse. Notre jeune fermier, Luke Skywalker, va demander l'aide du vieux sorcier un peu fou et ancien guerrier, genre de samouraï à la retraite, Obi-Wan Kenobi, et les deux partent en mission ensemble. Ils vont recruter 2 droïdes sympathiques, de même que 2 contrebandiers mercenaires, Han Solo et Chewbacca. Et toute cette belle équipée va partir à l'aventure, à la rescousse de la princesse et de la rébellion et de l'univers. Mais en plus de tout ça, pour notre jeune homme, Luke Skywalker, il part aussi à la découverte de lui-même. Puis quand on va parler de la mythologie, c'est de ça que c'est, parce qu'évidemment, Luke Skywalker, c'est tout le monde qui regarde le film, puis encore une fois, je pense que ça va énormément plus loin que la lecture qu'on en fait en général. Mais avant d'aller là-dessus, ben, pourquoi c'est bon La guerre des étoiles? Ben, c'est bon à n'en plus finir. La première chose que je voulais valider dans mon esprit en regardant le film, c'est si c'était ou non un bon film au niveau cinématographique. C'est la première raison pour laquelle j'ai réécouté le film. C'est un grand morceau de cinéma, La guerre des étoiles. Pour vrai, c'est vraiment un film qui a été énormément sous-estimé. Puis dans la série de lieux communs qu'on a autour de La guerre des étoiles, que moi-même j'ai déjà dit parce que c'est en partie vrai, ben on sait par exemple que quand Lucas a projeté le film la première fois à ses copains, Francis Ford Coppola et ainsi de suite, la musique n'était pas encore incorporée au film, c'était un montage sans la musique, puis peut-être sans les effets sonores, puis à la fin, les copains de Lucas sont venus le voir en lui disant « Mon pauvre George, nos sympathies, tu as détruit ta carrière avec ce navet indescriptible. » Puis évidemment, ça l'a un petit peu découragé, mais il a rajouté la musique, etc. Puis avec la musique de John Williams, tout le monde trouve que c'est malade mental. Puis à cette anecdote-là s'ajoute le fait qu'on sait que le film a été sauvé au montage par, je crois, Martha Lucas, qui était sa conjointe à l'époque. Le premier montage du film fonctionnait pas, puis elle a travaillé très fort pendant un bon moment pour produire le film que nous, on voit, qu'on connaît sous le nom de La guerre des étoiles. Puis tout ça est certainement vrai, étayé par les sources. Là, ce sont des choses qui sont réellement arrivées. Mais
Des films sauvés au montage, il y en a quand même quelques-uns. Usual Suspects, ça en fait partie. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le réalisateur a mal fait son travail, puis qu'il n'a pas tourné tout ce dont il avait besoin. Il a mal préparé son film, que les plans ne fonctionnent pas, qu'il manque des informations pour raconter son histoire, ou qu'elle est contée de manière extrêmement inefficace. Il suffit de regarder le film, y compris, en particulier en vérité, les séquences qui reposent énormément sur le montage, pour se rendre compte que non, clairement, George Lucas savait extrêmement bien ce qu'il faisait et il le fait magistralement. Quand R2-D2 se fait capturer par les Jawa, par exemple. Okay, si vous allez regarder comment ça se met en scène, le genre de suspense qui se met en scène, où est-ce qu'on voit les roches qui déboulent, là on voit le point de vue des Jawa, puis toutes ces affaires-là, ben, il y a beaucoup de plans là, qui se combinent ensemble pour raconter cette histoire-là, puis le raconter sans dialogue. Puis ça fonctionne. La séquence finale, par exemple, où est-ce que les rebelles attaquent l'Étoile Noire dans leur vaisseau, puis on sait que toute cette séquence-là, avec les X-Wing, puis la princesse Leia sur la base, sur Yavin, qui envoie des messages, bon, etc. Mais quand on regarde toute cette séquence-là, on sait que la séquence en X-Wing a été plus ou moins copiée plan par Lucas de films d'aviation. Je ne vais pas nommer lesquels, je ne vais pas les publicités, j'ai déjà vérifié. Là, quand les pilotes de X-Wing regardent à droite, regardent à gauche, etc., puis là, on a des inserts. Il a pris ça dans des films, mais tu peux faire ça au cinéma. Là. Ce mécanisme-là repose sur la grammaire du cinéma, qui repose essentiellement sur justement le montage, le rythme, où les gens regardent, et ce vers quoi il regarde. L'effet Kuleshov repose un petit peu là-dessus aussi. Là. Si j'ai un visage impassible, puis que je coupe à un enfant qui pleure, puis que je remets mon enfant impassible, mon visage impassible, ben j'ai l'impression que mon monsieur est triste. Mais si je prends exactement la même image de mon monsieur impassible, puis je mets un gâteau de fête, ou quelque chose comme ça, ou une fille en bikini, ben il va avoir l'air soit content de voir son gâteau de fête, soit content de voir sa fille en bikini. Ça, c'est l'effet Kuleshov. Okay? Notre cerveau fait l'association mentale, même quand il n'y en a pas. Puis le cinéma, une certaine forme de cinéma plus pur, là, le cinéma de style Truffaut-Hitchcock, comme dans le fameux bouquin d'entretien entre Truffaut et Hitchcock, repose là-dessus. Puis ça, George Lucas, c'est clair qu'il maîtrise ça, même en 1977. Là. La dernière séquence que j'ai notée comme exemple ici, c'est Luke puis Han Solo sont dans le faucon millénaire puis ils se font attaquer par les TIE Fighters. Ben, allez regarder cette séquence-là, puis allez regarder tous les plans qui se succèdent, les inserts sur les doigts qui activent les boutons, puis les cibles, puis tout ça, puis faites l'exercice, là, de regarder cette séquence-là de, je sais pas, 3-4 minutes, combien de temps ça dure. C'est une classe de maître, là, de cinéma, ça. Oui, j'ai aucun doute, moi, que le film a été sauvé au montage, mais Martha Lucas, quand elle a fait ça, puis elle a fait une job exemplaire et prodigieuse, là, rendons-lui grâce à tous les niveaux, mais elle avait quand même les matériaux pour faire ce montage-là. Moi, ce que je pense que ça indique, c'est que le montage de Lucas, c'était pas bon. Mais ce qui était en jeu là-dessus, c'était pas ses compétences de réalisateur, c'était la qualité de son montage. C'est ça. Quand on regarde le film, au niveau strictement la syntaxe cinématographique, des plans, de la réalisation à ce niveau-là, le cadrage, etc., c'est absolument un tour de force. Ça rivalise avec à peu près n'importe quel film, certainement de science-fiction des années 60-70. Okay? C'est un grand morceau de cinéma. Ça a été en nomination pour les Oscars à l'époque. Ça n'a pas gagné parce que les gens ne prenaient pas l'histoire au sérieux. Mais non, si on parle uniquement au niveau cinématographique, ça le méritait. Là. Ça méritait certainement d'être en nomination pour un Oscar si la qualité artistique et technique est réellement un critère. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, les acteurs. George Lucas est réputé, à juste titre, comme un mauvais réalisateur au niveau de la direction des acteurs. La plus grande critique qu'on peut lui faire, ça puis c'est dialogue, mais dialogue c'est plus le scénario, mais la plus grande critique qu'on lui fait en général, c'est qu'il est très mauvais au niveau de la direction des comédiens sur le plateau. Dans La Guerre des Étoiles, l'anecdote, c'est ses suggestions se résumaient dans 99% des cas à plus vite et plus intense. Faster and more intense. C'est un gars qui n'est pas confortable, qui n'a pas l'air confortable, d'après ce qu'on voit, avec les comédiens. Il est plus à l'aise avec le côté technique. Et tout ça, c'est certainement vrai, mais en même temps, regardez-les, La Guerre des Étoiles,
Les acteurs, certainement notre trio principal, mais aussi Peter Cushing, qui est le méchant principal dont on voit le visage, ils sont hallucinamment bons, là. Puis bon, pour Cushing, qui est mon acteur préféré, j'en profite ici, sortir mon bonhomme de Peter Cushing. Mais Peter Cushing, déjà, a dit en entrevue, comme tous les comédiens ont dit en entrevue, que le dialogue était pourri, puis qu'il était gêné d'être dans le film, puis qu'il a joué à peu près tout le film en pantoufles parce que ses bottes étaient trop serrées, puis ça lui faisait mal, puis tout ça. Mais ça paraît pas à l'écran. Puis moi, quand j'étais petit, je connaissais pas Peter Cushing, puis je l'ai toujours... Quand j'étais petit, je trouvais qu'il était pas hyper intéressant, honnêtement. Puis ce n'est que plusieurs années plus tard que j'ai réalisé que c'était mon acteur préféré dans La Guerre des Étoiles. Puis là, je l'ai regardé, puis encore une fois, je le trouve un peu, on va dire, il est très sobre. Mais en même temps, quand on y pense, c'est ça que le rôle exige de lui. T'sais, le grand Moff Tarkin, c'est un fonctionnaire. C'est un militaire, mais qui est très porté sur les jeux politiques, essentiellement, le pouvoir, puis c'est un administrateur du plus haut niveau. C'est le gars qui a été mis en charge du projet militaire le plus important de l'histoire de l'univers, essentiellement. Ça fait que c'est ce gars-là. C'est un gars orgueilleux, etc., puis c'est un gars imbu de son pouvoir et de sa propre personne. C'est ça que Cushing fait. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il fait dans Frankenstein, mais en même temps, c'est très différent. Mais comparé avec son Frankenstein ou son Van Helsing dans la série des Dracula, ben vous allez voir qu'il y a une différence. Puis comparé aussi avec At the Earth Score, qui est à peu près de la même année, où est-ce que c'est basé sur Edgar Rice Burroughs, là où il fait un savant victorien qui se ramasse au centre de la Terre avec une machine qui creuse. Il est bon là-dedans, OK? Mais il est pas mal meilleur dans La Guerre des Étoiles. Il fait pas mal plus naturel dans La Guerre des Étoiles. Puis c'est pas parce que dans la vraie vie, il était pas fin. Il est légendaire comme étant un des gars les plus fins de l'histoire du cinéma, Peter Cushing. C'était vraiment... il avait vraiment le cœur sur la main, ce gars-là. Comparé avec son Doctor Who qu'il a fait dans les années 60 aussi, il est pas mal meilleur dans La Guerre des Étoiles. Fait que moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que il y a des films dans lesquels Cushing est moins bon, puis ça n'en fait pas partie. Ça fait qu'il y a quelque chose que Lucas a fait de correct en quelque part. C'est particulièrement évident dans le cas de notre trio. Harrison Ford, c'est une star, ça a toujours été une star, c'est un gars qui crève l'écran, il est super bon, super charismatique. Bon. Carrie Fisher est très bonne, une fille absolument brillante, super intelligente, ça paraît à l'écran. Encore une fois, elle a 20 ans là-dedans, puis on y croit en chef de la rébellion. Comparé avec toutes les actrices de 20 ans qu'on a mis dans des rôles comme ça dans les 50 dernières années, Carrie Fisher, là... On y croit pour vrai. C'est elle qui mène. Là. Puis Mark Hamill. Puis Mark Hamill est certainement le comédien le moins accompli des trois. Peut-être le moins doué, mais en même temps, il est parfait là-dedans. Puis c'est vrai qu'il chigne au début, mais il fait un gars, essentiellement, il fait un ado, là, un ado qui veut pas être là. Ça fait que c'est ça qu'il joue. Mais si vous regardez les différentes émotions par lesquelles il passe, qu'il est en deuil de Obi-Wan, on y croit, quand il est heureux, on y croit, bon, etc. Puis ce à quoi on croit en particulier, parce que ça crève l'écran, c'est la chimie entre les trois, l'interaction entre les trois. C'est ça qui porte le film en bonne partie. Et c'est ça qui fait que le film marche. C'est une des raisons que ça marche. C'est plus que les prequels, par exemple, qui sont très bons, mais où des fois, par exemple, moi je trouve que Natalie Portman elle a l'air moins confortable, etc. Bon, ben ici, le film est porté par une chimie, puis une exubérance, puis etc., qui vient de la chimie des trois personnages et des trois acteurs principaux. Puis ces trois acteurs-là, Lucas les a choisis. Puis il a mis beaucoup de temps pour les choisir, puis on sait, parce qu'il l'a dit en entrevue, qu'il a passé beaucoup de temps à tester différentes combinaisons d'acteurs ensemble pour s'assurer que ces trois acteurs principaux, sur qui tout le film reposait, possédaient cette qualité ineffable qui crève l'écran. Fait que, ouais, il est pas bon pour diriger les acteurs, mais il est très bon pour les choisir. Puis, beaucoup de points de vue, 95% de la réalisation d'acteurs, c'est ça, là. Fait que Lucas le fait ici, donc c'est ça. Puis, je mentionne rapidement au niveau de ses dialogues que, oui, ces dialogues font un peu grincer des dents par moments, mais il y a aussi des moments où les dialogues sont excellents. C'est toute la séquence où est-ce que ils sont sur l'étoile noire, Han Solo, Luke Skywalker, etc. Puis là, ils savent où la princesse se trouve, mais elle est au cœur de l'étoile noire. Il faut traverser des légions de Stormtroopers dans une prison dont c'est impossible de sortir. Puis là, Han Solo, il répond « Non, moi, c'est une mission suicide, je fais pas ça, je m'en retourne chez nous. » là. Puis Luke essaie de convaincre Han de toutes les manières possibles, puis finalement, il lui dit «
elle est riche. Puis ça attire l'attention de Anne. Puis il dit, oh, il est riche. Riche comment? Il dit, très, très riche. Riche au-delà de ton imagination. Anne y répond, j'ai une grosse imagination. Là, ça continue comme ça. C'est excellent, ce dialogue-là. Excellent, excellent, excellent. Là. Oui, très souvent, son dialogue est pas bon. Son truc sur le sable, là, dans la guerre des clones. OK? Contre la guerre des clones, honnêtement, moi, je trouve que c'est bon. Mais ici, tout le monde va trouver que ce dialogue-là est super bon. Fait que deuxième raison pour laquelle c'est bon, les acteurs, le dialogue, on sous-estime vraiment à quel point ils sont excellents dans la guerre des étoiles. Puis la troisième raison, ben, c'est le côté justement mythologique et spirituel. C'est certain que les effets spéciaux, la musique, etc., etc., c'est certain que tout ça, ça a extraordinairement impressionné les gens. C'est une révolution à tous les points de vue, si on veut. Ça a modifié complètement. C'était une expérience complètement inattendue. Ça aide, mais c'est pas ça qui porte le film. J'ai le souvenir d'avoir entendu l'anecdote, vous savez sans doute qu'aux États-Unis, les gens applaudissent en salle. Le moment où les spectateurs ont le plus applaudi, avais-je entendu, c'est à la fin du film, quand il s'apprête à détruire l'étoile noire, puis là, toutes ses camarades sont en train de se faire tuer, ça va super mal, la base des rebelles est sur le bord d'être détruite par l'étoile noire, ça se compte en secondes, là. Luke a 15 secondes pour sauver la galaxie et ses copains, la rébellion et sa propre vie, et il entend « utilise la force » et il désactive son ordinateur qui guide le vol, puis se fie à son instinct, qui est ce que la force lui dit, ce que Obi-Wan, le fantôme de Obi-Wan lui dit, là. Et il le fait, et ça marche. C'est là que les gens ont applaudi le plus fort. Entre le premier et le deuxième film, essentiellement, la phrase qui est vraiment rentrée dans la culture populaire, OK, c'est que la force soit avec toi, ou utilise la force, Luke. C'est ça qui a marqué l'imaginaire. Okay? Dans les cours d'école, c'est ça qu'on disait. Puis après ça, c'est devenu Luke, je suis ton père. Okay. C'est différentes raisons, parce que c'était tout un punch, puis c'était un punch parce qu'on était hyper attaché au personnage. Ça serait une discussion sur l'Empire contre-attaque. Mais fondamentalement, toutes les qualités cinématographiques, les acteurs, l'histoire, etc., tout ça fonctionne parce qu'il y a la force là-dedans. Ça, c'est un choix délibéré. C'était le message plus ou moins de Lucas dans son film, de dire qu'une telle chose que la force existe. Puis c'est présenté comme un conte de fées, puis comme une histoire à ne pas prendre au sérieux, mais comme on verra dans un instant, c'est justement... Okay? Il fait ça parce que ça désamorce notre côté rationnel qui refuse de croire à ces choses-là, qui ne veut pas croire à ces choses-là. Puis on dénigre la partie de nous qui veut y croire. On trouve que c'est enfantin ou que c'est pas sérieux, ou on est très cynique par rapport à tout ça. Le fait est que c'est cet aspect-là qui fait que le film est devenu aussi populaire, ultimement. Le côté mythologique, je mentionne, puis après ça, je vais faire ma réflexion. On a beaucoup fait cas du fait que Lucas se soit inspiré de Joseph Campbell, Hero with a Thousand Faces, puis le chemin du héros, là, cette histoire-là. On a fait ça parce que les gens ont essayé de comprendre le succès de la guerre des étoiles. Ça a tellement marché que tout le monde s'est dit, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait 50 ans qu'on essaie de copier le succès de la guerre des étoiles. Un peu comme Marx a essayé de comprendre la Révolution française, là, OK? Puis les écrits de Marx sont une tentative pour essayer de comprendre la Révolution française, pour la reproduire, ce que les Soviétiques ont essayé de faire, OK? Mais Marx, c'est ça qu'il fait. Ben, c'est ça. Toute la culture populaire, barre oblique, industrielle, les trucs à la Disney, etc., des 50 dernières années, essaie de faire la même chose que Lucas. Mais aussi, tout le monde qui raconte des histoires s'est inspiré là-dessus. Puis, à un moment donné, en entrevue, Lucas mentionne qu'il s'est inspiré de Joseph Campbell, que je viens de parler. Puis tout le monde s'est accroché là-dessus. Vous connaissez sans doute la théorie de Campbell qui dit que c'est ça, tous les mythes suivent la même structure avec l'appel de l'aventure, puis le vieux sage, puis éventuellement le vieux sage meurt, puis là il y a une série d'épreuves, etc., etc. C'est très charmant comme hypothèse, c'est super intéressant. Puis moi, j'en ai lu quelques-uns des bouquins de Campbell, puis je vous en recommande la lecture sans aucune réserve. C'est vraiment excellent, ça rend plus intelligent.
Mais ça ne veut pas dire que le discours sur le mythe du héros qu'on présente généralement est vrai. Puis il l'est pas. Pensez-y 30 secondes, c'est pas vrai, là, son truc. Puis ce que lui en dit est quand même plus nuancé que ce qu'on en fait en général dans la culture populaire. Mais l'idée que tous les mythes suivent le mythe du héros, là, avec l'appel à l'aventure, le refus de l'aventure, toutes ces affaires-là. Voici des mythes qui ne suivent pas cette formule. L'Iliade ne suit pas cette formule. L'Odyssée ne suit pas cette formule. L'épopée de Gilgamesh ne suit pas cette formule. Le Mahabharata ne suit pas cette formule. Le mythe d'Œdipe, le mythe de Sisyphe, le mythe d'Orphée, le mythe de Tantale, le mythe des Atrides, le mythe d'Hercule, rien de ça ne suit la structure qui est proposée par Joseph Campbell. Okay. Puis je pense que si on va voir dans ses bouquins, on va voir qu'il explique de quelle manière c'est vrai d'un certain point de vue, d'un tel angle, mais c'est pas vrai en disant que toutes les histoires suivent cette structure-là. Ça prend le 30 secondes que je viens de faire pour démontrer que c'est pas vrai, là. Mais néanmoins, le film marche, à mon avis, au niveau mythologique. Le côté spirituel avec la force, spirituel, mais au niveau de notre relation avec l'univers, essentiellement, là, sous la forme de la force. Donc, il y a le côté spirituel de la Guerre des Étoiles qui contribue à ce qu'il l'a porté de manière culturelle, mais je pense qu'il y a aussi le côté mythologique. Puis le côté mythologique, c'est comment on rentre en rapport immédiat et direct avec le côté spirituel. On est dans une culture qui considère que ce qui est mythologique n'est pas vrai. Là, quand quelqu'un fait un discours politique là, puis qui veut dire que l'adversaire a tort, là, ce qu'il dit, c'est que, oui, on va démystifier tout ça. Okay, bien, démystifier, c'est enlever le côté mythique et mythologique, si on veut. Fait que dans notre culture, on n'a pas de mythologie. Okay. On a remplacé ça par des croyances, pour faire rapide, idéologiques, auxquelles on attribue la fonction mythologique. C'est ça qui m'amène à ma fameuse réflexion. George Lucas mentionne en entrevue, je l'ai vu cette semaine sur YouTube, qu'une des fonctions de la mythologie est d'expliquer le bien et le mal, puis comment tout ça s'organise à l'intérieur de nous-mêmes, puis quel rôle nous, on joue dans la société et dans la culture. Donc, ça nous révèle à la fois notre structure intérieure et notre place dans le monde, essentiellement. Mais la mythologie, puis c'est sa particularité à mon avis, la mythologie, c'est pas une morale ou une idéologie ou une religion. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas un truc dogmatique. La morale, l'idéologie, la religion, c'est toujours une autorité extérieure à soi qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais la mythologie fait pas ça. Puis la Guerre des Étoiles fait pas ça. Elle impose rien de l'extérieur. Puis d'ailleurs, elle n'est pas vraie. Elle se présente pas comme la vérité, pas comme une vérité, en tout cas, rationnelle. La Guerre des Étoiles commence littéralement comme un conte de fées. A long time ago, in a galaxy far, far away. Le film met en scène des robots qui parlent, il y a des sorciers, il y a des lutins, là, les fameux Jawa. Il n'y a rien qui est moins sérieux, qui est plus fantaisiste et farfelu que tout ça, qui est complètement irrationnel. C'est précisément cet indice-là, le fait que ça a l'air farfelu, irrationnel, sans importance, négligeable, niaiseux même, c'est précisément cet indice-là qui nous révèle en fait qu'il s'agit d'une histoire de la première importance, qui va nous toucher au plus intime et au plus profond de nous-mêmes. Ce que ça fait, dire que cette histoire-là est insignifiante, c'est ça dit à votre raison, tu n'as pas besoin de t'occuper de ce qu'on va voir. Comme Cerbère, là, aux enfers. Quand Orphée descend aux enfers, les enfers sont gardés par le redoutable chien Cerbère, un chien à 3 têtes, qui dévore tout le monde qui essaie de passer par là. Or, Orphée va endormir Cerbère avec sa lyre, n'est-ce pas? Ce que Lucas fait ici avec son conte de fées, c'est qu'il endort le Cerbère de notre propre raison pour laisser passer à la fois le message et nous-mêmes vers le message. Okay? Puis le message, c'est qui sommes-nous réellement et comment pouvons-nous y accéder? La mythologie révèle quelle est notre place dans le monde, pas en nous l'imposant, mais en nous permettant, par nous-mêmes, de découvrir cette place, en utilisant la force, essentiellement.
Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, le point sur lequel on va insister, c'est la princesse Leia est prisonnière. Puis j'ai choisi cette partie-là parce que c'est, à mon avis, le point crucial de l'histoire. C'est là-dessus que ça repose. On va sauver la princesse Leia, là. C'est ça le résumé le plus rapide. Mais on pourrait prendre d'autres aspects de l'histoire puis faire le même genre d'analyse là-dessus, qui est une analyse de contes de fées essentiellement, puis de psychologie des profondeurs. Là, ce qu'on va faire, c'est la princesse Leia est prisonnière et Luke va la libérer. OK. Fait que c'est quoi nos éléments de l'histoire? On a une princesse, on a une prison, et on a un méchant qui maintient la princesse dans cette prison-là. Ensuite, on a un jeune garçon qui la libère. Et qu'est-ce qu'on remarque? Dès le moment où est-ce que la princesse Leia est libérée, c'est la princesse qui mène. Quand ils sont dans le corridor, la princesse, Luke, Chewbacca puis Han Solo, la princesse demande comment est-ce que vous allez faire pour nous sortir de ce cul-de-sac avec les 1000 Stormtroopers qui sont en train de nous tirer dessus dans le corridor de la prison. Puis ils disent, on n'avait aucun plan pour passer ce stade-ci. On ne sait pas quoi faire à partir de là. Puis elle les regarde, puis elle fait une face, puis elle dit, donne-moi ton fusil, puis elle tire un coup, puis là, c'est là qu'il se ramasse dans une chute à déchets, puis il se ramasse dans le fameux compacteur à déchets. Bon, OK. Mais c'est la princesse Leia qui les libère de là. Bon, mais ça, c'est extrêmement significatif. Mais, dernière chose sur le petit résumé rapide, c'est quand même Luke qui détruit l'étoile noire avec la force. Fait que la princesse, la prison, le méchant qui maintient la princesse prisonnière, le jeune garçon qui la libère, quand la princesse est libérée, c'est elle qui mène, mais c'est quand même Luke qui détruit l'étoile noire à la fin. OK. Quel est l'enjeu fondamental de la mythologie et, accessoirement, de la philosophie? La question fondamentale vient du fait que je suis dans le monde. OK? Puis je dois dealer avec ça, je dois gérer ça. OK? Donc, je suis dans un corps, dans le monde. Puis toutes ces choses-là sont des choses qu'on prend pour acquis. OK? Mais ça ne veut pas dire que ça ne pose pas problème. On ignore la question, mais regardez les problèmes qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aura pas un lien avec le fait qu'on ignore la question? Fait que je, c'est la conscience, fondamentalement. Je, c'est il existe un moi, ou quelque chose comme un moi, qui est en relation avec le monde extérieur, et cette relation-là se fait au moyen de mon corps. Okay? Puis ce corps-là, il y a des besoins physiques. Okay? Il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se protège, etc. Il y a des désirs sexuels, dont on parle beaucoup, mais en même temps dont on a honte en général, culturellement. Le corps dans le monde, un monde qui est source de plaisir, de douleur et de confusion. Puis dans tout ça, on a, OK, où est ma place là-dedans? Qu'est-ce que je fais ici? Puis qu'est-ce que je suis supposé faire? L'idéologie impose la réponse de l'extérieur. Ta place, c'est ici. Puis c'est rassurant. C'est très rassurant d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui nous dit « fais ça, fais ça, fais ça ». Ta place, c'est ici. Le parti, l'usine, le bureau. Le gentil, ici, c'est la figure d'autorité. Hein? C'est le flic, le curé, le patron, le président, le gardien de prison. C'est notre ami. C'est notre ami parce qu'on a peur, puis lui nous rassure de la peur, de cette peur-là, en nous disant « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça ». La mythologie présente la question d'une autre manière. Okay? La mythologie donne pas de réponse. Elle laisse la réponse se révéler d'elle-même à vous-même. Puis il y a une manière idéologique de le faire. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Il y a une manière de placer les éléments dans votre psyché, d'habituer les gens à penser d'une certaine manière par la répétition, c'est le lavage de cerveau essentiellement. L'expression grossière suscite dans notre esprit une manière de voir la manipulation collective et individuelle qui cache à quel point elle est profonde et répandue. Okay? On est tout le temps en train de se faire dire quoi faire, à qui, comment et quand. On est entouré à journée longue de monde qui cherche à nous convaincre de faire les affaires de la manière qu'eux veulent. Puis souvent en nous disant que c'est ce que nous, on veut. Puis tout le truc, la manipulation est là. Mais la mythologie qui contourne la raison, qui s'adresse directement à l'inconscient, à l'irrationnel, ce qu'elle cherche à faire, c'est à laisser les réponses venir d'elles-mêmes de l'intérieur, puis elles vont venir en bonne partie de manière symbolique et intuitive, parce que c'est comme ça que l'irrationnel fonctionne.
Une histoire mythologique est fausse du point de vue de la raison, mais elle est symboliquement vraie. Du point de vue de la raison, une histoire est complètement farfelue et fausse. Mais au niveau de la vérité profonde intérieure, okay, elle est absolument vraie. Un symbole est une image irrationnelle chargée de signification. La princesse, ici, est un symbole comme ça. Quand on libère la princesse, ce qu'on est en train de faire, c'est de libérer notre capacité d'accéder à la partie de nous qui est en relation avec le monde symbolique. Okay. Donc, avec l'inconscient, avec l'irrationnel, okay. Avec la force aussi. Donc, c'est ça. Un symbole est une image irrationnelle chargée de signification. C'est un outil de l'irrationnel lui-même, notre irrationnel, celui de nos rêves, par exemple. Nous le considérons, l'irrationnel, comme une sorte de sous-produit de notre conscience. C'est un peu le point de vue de Freud, là, de mon souvenir. Qu'on considère plus ou moins comme un synonyme de notre raison, la conscience. Donc l'idée, c'est que j'ai la raison, j'ai la conscience, c'est l'homo sapiens, et ça, c'est ce qui est vrai, mais j'ai toute une série de détritus psychiques dénués de toute validité et toute noblesse, honteux à la limite, okay? Pas fiable du tout. J'ai tout ça qui flotte quelque part, puis qui sont, c'est ça que mon cerveau ressort pendant que je rêve, pour faire une sorte de ménage psychique. C'est une théorie qu'on voit de temps en temps. C'est négligé complètement. Okay? Mais la raison ne comprend pas ce qu'est l'irrationnel, et elle ne comprend rien à ces symboles. Si vous pensez à vos tentatives d'interpréter vos rêves, puis à toutes les fois dans vous et moi et tout le monde sur Terre avons eu un rêve, puis dont on s'est dit en se levant le matin, qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, cette affaire-là. Puis dont on sent que c'est important, mais qu'on n'arrive pas à interpréter de manière certaine et définitive. Combien de fois on a réussi à faire ça? Presque aucune. Et si vous avez interprété 3 rêves dans votre vie dont vous êtes absolument certain que c'est ça que ça voulait dire, là, ben c'est probablement 3 de plus qu'à peu près tout le monde dans l'histoire de l'humanité. Là. Puis ça, c'est parce qu'un symbole n'est pas l'expression de la raison, de notre capacité de réfléchir, mais de ce qu'il y a en nous qui échappe à la raison, et puis que nous, on garde prisonniers. Cette partie-là nous fait peur, pour un paquet de raisons, parce qu'il y a des trucs refoulés là-dedans, notre violence, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont refoulées comme ça, puis qui font partie de l'irrationnel, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait, justement, qu'il y a une partie qui nous échappe, puis ça, même avec rien de refoulé, là, il y aurait quand même cet aspect-là. Il y a une partie de nous-mêmes qu'on est incapable de comprendre. Fait que ça nous fait peur, et on l'ignore, et on l'enferme quelque part. On la maintient prisonnière. C'est la princesse. L'Empire, c'est notre raison. Tarkin est un fonctionnaire et un politicien. Tous les officiers impériaux sont comme ça. Dark Vador est son homme de main, dévoué, impitoyable, puissant et terrifiant. C'est aussi le symbole du charme de la puissance elle-même. La phrase qui est entrée dans le vocabulaire collectif, c'est « utilise la force », mais le personnage qui est vraiment entré dans l'imaginaire collectif, avec les droïdes, c'est Dark Vador. T'sais, quand ils ont sorti les prequels, toute l'idée c'était de voir l'évolution de Dark Vador, puis quand ils ont sorti l'épisode 3, l'affiche c'était Dark Vador, puis c'était « enfin, vous le voyez, le voilà ». C'était pas R2-D2. Tout le monde aime R2-D2, mais la vraie star du show, c'est Dark Vador. Le mal, mais le charme du mal. Puis c'est la puissance absolue, mais c'est aussi la puissance absolue au service de quelqu'un d'autre. Dans l'épisode 4, Dark Vador est au service de Tarkin, puis dans l'Empire contre-attaque, puis Retour du Jedi, il est au service de l'Empereur. Et oui, il est vrai qu'il tente de convaincre Luke de le rejoindre, de gouverner l'Empereur avec lui, dans la galaxie avec lui. Ça serait super intéressant d'aller dans cette direction-là. Mais fondamentalement, Dark Vador, beaucoup de points de vue, le méchant le plus puissant de l'univers, okay, l'incarnation du mal, d'une certaine manière, qui a l'air d'être ça, il est au service de quelqu'un d'autre, il est toujours au service de quelqu'un d'autre. Mais OK, ça fait que revenons à la princesse prisonnière. Fait que
on sait plus tard, on apprend plus tard que Luke et Leia sont des jumeaux. Puis on sait dans la vraie vie que c'était pas prévu à l'origine, que c'est quelque chose que George Lucas a rajouté après. À quel point c'était son idée, même au début, ça se discute parce qu'il y a d'autres gens qui ont contribué au scénario, etc. Mais en cours de route, en écrivant Le Retour du Jedi, à la fin, Lucas s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'une raison pour laquelle Luke pourrait être tenté de succomber au côté obscur, puis il a cherché pendant assez longtemps. Puis ce qu'il finit par trouver, c'est que Vador dit à Luke que si Luke ne succombe pas au côté obscur, Vador va corrompre Leia. Puis c'est ça qui fait que Luke se choque, puis c'est ça qui fait que, pendant un instant, en tout cas, de toute fin pratique, il est du côté obscur. Là. Narrativement, dans l'esprit de le gars, l'être humain conscient, George Lucas, qui écrit ses histoires, c'était pas prévu à l'origine, mais si on présente l'histoire comme étant une expression de l'irrationnel puis de l'inconscient, ça a toujours été sa sœur, en fait, à Luke, Leia. Ça a toujours été des jumeaux, même avant que Lucas le sache. C'est juste le temps que ça a pris. Il a pris 3 films pour que le message de son irrationnel se rende à son rationnel. Pourquoi est-ce que c'est évident que Luke et Leia sont des jumeaux? Puis ça vient de lecture, un truc en alchimie, par exemple, ou en magie cérémonielle, okay, qui est la tradition occulte de l'Occident, mais la tradition occulte de l'Occident, okay, c'est essentiellement une forme de bouddhisme qui travaille énormément avec un certain langage symbolique, okay, qui est celui de l'alchimie, la Kabbale juive, là, ils ont beaucoup utilisé la Kabbale juive, là, bon, etc. Puis les 4 éléments, etc. Bon, mais dans les 4 éléments, okay, le premier, c'est le feu, le deuxième, c'est l'eau, puis ensuite, le feu puis l'eau, ben, le feu, c'est le roi, essentiellement, l'eau, c'est la reine, et les deux ensemble produisent des jumeaux qui sont l'air et la terre. Le roi et la reine produisent toujours des jumeaux, puis ils produisent des jumeaux parce qu'il y a 2 pôles dans la matière. Il y a le pôle mâle puis le pôle femelle. Ce que ça veut dire ici, c'est pas que l'opposition mâle-femelle est absolument vraie au niveau rationnel et premier degré, c'est qu'elle est absolument et fondamentalement vraie au niveau symbolique, au niveau de ce qui se passe inconsciemment, okay? Puis dont les manifestations dans le monde extérieur ne sont eux-mêmes que des symboles. Fait que c'est ça, il ne s'agit pas de lois physiques, mais de symboles de lois et de phénomènes psychiques. L'opposition mâle-femelle, déjà, c'est précisément l'opposition entre le rationnel et le non-rationnel, l'irrationnel. Entre ce qui peut être pensé et expliqué et ce qui échappe à toute compréhension. L'irrationnel peut être montré par le symbole, mais il ne peut jamais être compris. Or, cet irrationnel, c'est nous. L'Empire, c'est notre raison. Vador, comme exécutant, c'est le nom de son vaisseau spatial, hein, The Executor, là, c'est ça. Executor, c'est pas celui qui exécute les gens, ça serait executioner. Executor, c'est quelqu'un qui exécute des ordres. Fait que Vador, c'est ça. Fait que Vador, c'est la raison au service du pouvoir personnel. Pas le sien, celui de Vador, sans doute, peut-être, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes la personne que nous croyons être. Même quand nous cherchons à accroître notre propre pouvoir. L'opposition mâle-femelle, c'est aussi l'opposition esprit-matière, d'un certain point de vue, pour citer Obi-Wan. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce pôle-là, la matière est femelle. Dans l'opposition rationnelle-irrationnelle, le rationnel est mâle, puis l'irrationnel est femelle. Puis le point de vue que je présente ici, c'est que l'irrationnel est beaucoup plus proche de ce qui est immédiatement spirituel que la raison. La raison ne peut pas accéder à l'expérience spirituelle parce que c'est pas un organe qui est conçu pour ça. La raison, en bonne partie, repose sur la dualité.
moi face à quelque chose que j'essaie d'expliquer comme étant extérieur à moi. Ça, c'est la raison. À partir du moment où la raison essaye d'être en unité avec ce qu'elle interprète, elle cesse d'être la raison. La seule manière de faire ça, c'est de sortir de la raison. Ça fait que la raison ne peut jamais faire l'expérience de l'unité qu'elle cherche à comprendre. C'est pour ça que la philosophie qui cherche à faire ça, n'y parvient pas, à mon avis. Mais dans un autre point de vue, c'est ça, quand le même symbole a plusieurs significations, c'est toujours comme ça fait partie du truc. Mais dans cet autre point de vue-là, la princesse, le féminin, c'est pas du tout le côté spirituel, c'est la matière elle-même, le corps physique, l'antithèse totale de l'esprit. Parce que l'opposition fondamentale primaire de l'existence, c'est l'esprit dans la matière, le je en relation avec le monde. Puis la perception qu'il y a une distinction entre les deux. Quand le feu féconde l'eau, puis que l'eau accouche d'enfants, le roi, la reine accouchent d'enfants, ils accouchent toujours d'un couple de jumeaux. Et ce couple de jumeaux-là, c'est l'air et la terre. Puis essentiellement, l'air, c'est le mental, puis la terre, c'est le physique. C'est le corps physique, voyez-vous. Ici, la princesse, c'est le corps. Fait qu'est-ce qu'on a? Bon, ben d'un côté, on a la princesse, qui est notre rapport à l'irrationnel, qui est prisonnier de notre propre inconscience, qui est notre raison, et notre attachement à notre raison, qui est symbolisé par Dark Vador. Le jeune fermier, Luke Skywalker, c'est notre nous conscient, de tous les jours, mais qui est conscient uniquement du monde extérieur, qui n'est pas conscient de sa nature profonde. Puis l'aventure de Luke, notre aventure, c'est d'aller au fond de nous-mêmes pour trouver la princesse prisonnière qui est nous-mêmes, qui est notre rapport avec l'existence. Si la princesse Leia ici est la métaphore de notre irrationnel, ben l'irrationnel est prisonnier, envoie un message à Luke pour lui dire « J'existe, viendras-tu me chercher? » Puis qui est une expérience qui existe. Là. Le début du phénomène d'individuation dont parle Jung, c'est essentiellement ça. Là. Puis qui peut se manifester, j'imagine, juste par une insatisfaction ou par une crise extérieure. J'ai perdu ma job, ce genre de truc-là. Fait que là, du point de vue de la princesse, le gars niaiseux, qui est Luke, qui est la personne inconsciente, ben c'est la personne inconsciente parce qu'il est prisonnier de l'illusion de la matière, en quelque part. Prisonnier de ce que sa propre raison, qui est déconnectée de la nature profonde des choses, de ce que sa propre raison lui dit qui est la nature profonde des choses, fait qui est forcément pas vrai. Ça fait qu'un message de son inconscient, qui est la princesse, est envoyé à la partie matière de la conscience, si on veut, au moi hypnotisé et endormi, pour qu'il aille libérer la conscience de la matière. OK. Leia est un chef de la rébellion, mais ce n'est pas la chef. Notre inconscient est en contact avec l'universel, mais il n'en est pas la totalité. Il n'en est qu'un aspect, celui auquel nous pouvons accéder en regardant en nous. C'est un peu comme le daimon des Grecs. Je ne pense pas forcément que c'est la même chose, là, mais il y a un rapprochement. Ou l'ange gardien, le Holy Guardian Angel, là, en magie cérémonielle, encore une fois. Ultimement, l'objectif de la magie cérémonielle, c'est d'entrer en contact avec ça. C'est libérer la princesse. Là. C'est ça, libérer, entrer en contact, la partie de nous qui est en contact avec la divinité, qui est toujours en contact avec la divinité, puis ce que nous aussi on est, mais un contact dont on est incapable d'être pleinement conscient, essentiellement. Et c'est ça, la princesse emprisonnée va faire, le daimon va servir de messager des dieux, comme Mercure essentiellement. Il va faire la traduction de l'un à l'autre. Puis il fait la traduction de manière symbolique, par la mythologie, par nos rêves. Leia est la chef, mais c'est tout de même Luke qui détruit l'étoile noire avec la force, c'est-à-dire avec ce qu'il a libéré en lui, en libérant Leia. Puis Leia qui est donc son jumeau, qui est donc l'autre aspect de lui-même.
qui est son rapport à l'universel, qui lui permet de savoir le moment précis, là, la microseconde, où son coup va atteindre la cible. Le seul moment dans l'histoire de l'univers où c'est possible pour sa torpille, photon, je ne sais pas trop quoi, là, son missile d'entrer dans le trou puis de détruire l'étoile noire. Pour réussir ça, il faut qu'il désactive son ordinateur. Ça fait qu'il y a 15 secondes environ, puis la survie de l'univers et la sienne propre et de tous ses copains est en jeu. Puis il désactive son ordinateur, puis il utilise le savoir bouddhique. C'est ça que c'est. Mais je disais aussi que le féminin, la princesse, c'est aussi le corps physique, la matière, okay, qui est complètement dénigrée. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'irrationnel est complètement dénigré, mais la matière physique est aussi complètement dénigrée. Et je pense que c'est le même phénomène. Puis je mentionne ici au passage que ce qu'on appelle le patriarcat, c'est ça que c'est. Okay? C'est pas les membres virils mâles dominent. Okay? C'est la partie psychique mâle au niveau mythologique, okay? Donc la partie raison puis la partie volonté individuelle qui existent, qui sont des choses qui sont pas là pour rien. Mais cette partie-là dénigre complètement la partie irrationnelle, mais aussi la partie physique matérielle. Et ceux qui ont l'air d'être complètement séparés, mais dont l'unité réelle se révèle précisément par le fait qu'ils sont dénigrés en même temps. Donc, ils ont l'air d'être pas la même chose, mais ne serait-il pas la même chose en arrière? Léa est la conscience enfouie, mais c'est aussi le corps physique. Le paradoxe, c'est que si notre conscience est prisonnière de notre corps, et ça, c'est quelque chose que les gnostiques, peut-être, c'est extrêmement, extrêmement répandu depuis au moins 2-3 000 ans, là. Okay, cette idée-là que la Terre est une vallée de larmes, l'esprit est prisonnier de la matière, à peu près toute la spiritualité des 2-3 000 dernières années, les hindous, je veux dire, tout repose sur cette idée-là. La matière, c'est mal. Les plaisirs des sens, la pire affaire sur Terre. Il faut se mortifier, c'est ça, des silices ou des trucs comme ça. Puis, c'est ça, la matière est une illusion, Maya, etc. Tout ça, c'est le mal absolu. La création a été créée par le démiurge maléfique, selon les gnostiques. Fait que c'est ça. Donc, l'esprit est prisonnier de la matière, il faut l'en libérer. Mais, ce que je mets de l'avant ici, c'est que c'est ça. Si notre conscience est prisonnière de la matière, c'est-à-dire de notre corps, c'est parce que c'est nous-mêmes qui la maintenons prisonnière. Okay. Pas par quelque processus mystérieux, mais par notre propre refus, paradoxalement, de notre corporalité. Puis, un exemple de ça, par exemple, c'est regarder la chasteté chez les prêtres. Vous voyez les effets que ça a eu. Qu'est-ce qui est le pire entre exprimer sa sexualité avec des partenaires consentants et ce qu'a donné la chasteté chez les prêtres? Lequel est le plus immoral et monstrueux? Là? Puis, regardons nos corps. L'expérience concrète immédiate, là, maintenant, là, de notre corps. Là, okay? Nous sommes tendus, crispés, nos mâchoires, nos épaules, le dos. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces tensions-là? Pourquoi est-ce que le corps se tend? Le corps se tend parce qu'il y a une sensation qu'il ne veut pas ressentir. Alors, des fois, il va se tendre parce qu'il perçoit une menace à l'extérieur. Là, c'est ça, il y en a un réflexe, fuite ou combat, etc. Ça, certainement, c'est une chose. Mais la plupart du temps, dans énormément de situations, ce qu'on a ici, c'est que la menace, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Puis la menace, c'est notre propre sensation. La culpabilité, la honte, la rage, le désir sexuel. Allez voir Wilhelm Reich, là. C'est la fonction de l'orgasme de Wilhelm Reich, qui a un titre qui fait rire les enfants de 5 ans, qui nous met mal à l'aise rendus adultes. Ben, la thèse de Wilhelm Reich, c'est ça, c'est que on apprend, notre corps est tellement tendu que pendant l'acte sexuel, notre corps reçoit le message, notre système nerveux reçoit le message d'envoyer l'orgasme. Okay? Ben, par honte sexuelle, qui est une honte apprise, on apprend à tendre nos muscles pour ne pas ressentir l'orgasme.
OK? Fait que ça fait que l'énergie orgasmique, qui est énorme, est tout le temps tendue à l'intérieur de notre corps. Puis d'après William Reich, une lecture que je vous recommande énormément, avec la dernière énergie, ça vaut vraiment la peine, là. C'est pas sain faire ça. Puis d'après lui, c'est entre autres ce qui rend les gens extrêmement susceptibles au fascisme, par exemple. Mais même sans rentrer là-dedans, même si on ignore complètement le truc de Reich, le truc sexuel, si on fait un processus de guérison, guérison somatique, etc., okay, qui a l'air d'être complètement déconnecté de trucs spirituels, ben, ce qu'on se rend compte, c'est ça, c'est qu'on a un paquet d'émotions, puis c'est ça, de trucs, de sensations hyper primaires, comme la colère ou la peur, avec lesquels on vit au quotidien, à journée longue, okay, qui détruisent nos vies, nous rendent malades, etc., mais auxquels on s'est habitué, puis dont on ne se rend pas compte parce qu'on a des tensions physiques dans notre corps. Puis là, on se promène en se trouvant « Ah, je suis tellement une bonne personne. Moi, la rage, je sais pas c'est quoi. La colère, non, moi, je suis au-dessus de ça. » J'ai transcendé ça parce que je suis tellement spirituel, moi, la peur et la colère. C'est recommandé de faire ça. C'est suggéré de faire ça. Puis, ben, quand le travail spirituel est fait de manière véritable, je crois que ça se fait tout seul, ça. On observe qu'on peut s'élever au-dessus de la colère. Mais en général, ce que les gens disent qu'ils font, quand ils font ça, c'est qu'ils refoulent la colère. Ils l'enterrent. Ils s'arrangent pour ne pas la ressentir. Et comment est-ce qu'ils font ça? En tendant leur corps. Parce que c'est ça qu'on a. C'est rien que ça qu'on a. Okay. Soit en se perdant dans nos pensées, soit en tendant notre corps. Fait que OK, libérer la princesse Leia. Ben ici, Leia, si on le prend comme symbole de notre corps, ça veut dire libérer la princesse, ça veut dire ressentir qu'est-ce qu'on a dans notre corps. Ça veut dire ressentir réellement qu'est-ce qu'on ressent maintenant. Puis le grand paradoxe, c'est que le travail spirituel, de libérer l'esprit dans la matière, c'est ça. C'est aussi ça. C'est pas d'ignorer le corps, c'est de l'écouter pleinement, avec amour, là. Avec patience, avec compassion. En pratique, le travail de libération de notre irrationnel, une mission remplie de dangers, ben c'est ça, c'est en bonne partie de réapprendre à sentir notre corps, à lui laisser nous exprimer ce qu'il porte en lui, qui est ce que nous avons enfoui. La libération de l'esprit passe par la libération de la matière. Parce que la distinction entre les deux n'existe que pour la raison, qui n'a pas accès à la profondeur véritable et insondable des choses, à laquelle nous-mêmes n'avons accès que via l'irrationnel, le symbole, les rêves, la mythologie, qui ne sont pas vrais, mais qui nous révèlent notre propre vérité, qui est donc absolument vraie, d'un certain point de vue. Je suis en train d'écrire un livre qui parle de ça, ça s'appelle Trame narrative, c'est une extension des réflexions sur le site. J'ai lancé un GoFundMe, pour l'instant j'ai une personne qui a contribué, merci Guillaume. Je vous encourage à m'encourager et à donner extrêmement généreusement à mon GoFundMe. J'explore ce genre de questions-là. Puis j'espère, mon intention, c'est de donner des outils, des idées, donc des objets de la raison, mais qui peuvent être utilisés dans le processus là, que je suis en train de décrire ici. Là. Ça fait que des trucs que moi j'ai trouvé utiles, puis que je continue de découvrir au fur et à mesure que je fais le travail, puis que je partage dans le bouquin. Donc voilà, Trame narrative, GoFundMe, allez-y. Puis, la recommandation, je vais être extrêmement bref. La recommandation, c'est THX 1138 de George Lucas. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Puis j'ai réfléchi à c'était quoi la meilleure suggestion. Ben, j'avais pensé à Star Crash parce que j'aime super gros ça, Copie de la Guerre des Étoiles. Mais je l'ai déjà recommandé ailleurs. J'en parle tellement souvent, Star Crash.
je me retiens de ne pas en parler plus, là. Puis j'avais pensé aussi à un des films de Brescia, là, les films italiens, là, Cosmos, War of the Robots, tout ça. Là. Toute une série de copies de la Guerre des Étoiles italiennes qui sont le contraire de chefs-d'œuvre du cinéma. Star Odyssey. Si vous cherchez un des pires nanars de la Guerre des Étoiles, mais prodigieusement amusant, le film que vous cherchez, à mon avis, c'est Star Odyssey, surtout en version française. C'est très rigolo. Mais finalement, j'ai choisi de recommander THX parce que, même si ça fait très longtemps que je l'ai vu, c'est là qu'on voit que George Lucas, il sait ce qu'il fait. Là. C'est un très, 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 très bon réalisateur. Puis on trouve dans un autre registre les mêmes genres de qualité que La Guerre des Étoiles. C'est visuellement très bien fait. Puis c'est ça, les acteurs sont, dans mon souvenir, plutôt très bons. Puis il y a Donald Pleasence, il y a Robert Duvall, etc. Et le film est célèbre pour sa scène finale, que je ne vous dirai pas ici, mais la dernière image est extrêmement saisissante. Puis quelqu'un avait demandé à un moment donné qu'est-ce que ça voulait dire. Puis je pense que Lucas avait répondu, je trouvais juste que c'était une belle image. Puis THX, c'est un truc dystopique à la Brave New World, essentiellement, un monde où les gens sont contrôlés par la drogue, etc., interdits de ressentir les émotions, etc. Bon. Fait que c'est complètement une autre histoire que la Guerre des Étoiles, mais cette réponse-là, par rapport au dernier plan, puis la puissance de cette dernière image-là, nous montre, à mon avis, que c'est encore un film, finalement, hyper symbolique, puis qui parle à notre irrationnel, puis qui parle avec grande profondeur et éloquence, finalement. Ça fait que, c'est ça, THX, c'est cool, c'est un film de science-fiction, voilà. Puis en ce qui concerne La Guerre des Étoiles, pourquoi c'est bon? C'est bon parce que La Guerre des Étoiles. C'est bon parce que tout est bon, déjà, en partant, mais pourquoi c'est bon La Guerre des Étoiles? Parce que c'est non seulement une grande œuvre du cinéma, remplie à mur de qualité insoupçonnée même à ce jour, mais c'est une expression mythologique du grand œuvre lui-même, de notre libération par nous-mêmes, de nous-mêmes, d'une prison qui est encore nous-mêmes. Fait que non seulement ça fait tout ça, mais il y a des robots en plus. Que la force soit avec vous.